Bien, alors bonjour, donc je suis Pascal Navarro, je suis artiste et enseignant à l'université d'Aix-Marseille et je commence par remercier Ilona, Agathe et Delphine pour leur invitation. Alors ma proposition est assez simple, je vais présenter un travail qui a pris la forme d'une exposition en 2019 à la Maison Salvant et dans laquelle il est question de récits et de textes. Je suis ici dans mon atelier, je me filme de manière très simple, j'ai aucune maîtrise des appareils vidéo, de la vidéo. Donc ce que je vous propose est très simple. Je vais vous présenter ce que j'ai à vous dire et dans un deuxième temps, je lirai un texte. Donc, l'exposition qui s'est tenue l'an dernier à la Maison Salvant, qui est un centre d'art à la Beige, tout près de Toulouse, dont le commissaire et directeur du lieu est Paul de Sorbier. Cette exposition s'intitulait « Le stock et le flux ». Je vais en faire une présentation succincte. J'ai conçu cette exposition à partir d'une pièce principale qui est une sculpture en noyer qui s'apparente à un cube de 36 cm de côté. Ce cube en noyer donc s'intitule le lit et le cartel indique lit en noyer transformé. Il s'agit, pour le dire en deux mots, d'un lit que j'ai récupéré et que j'ai découpé et réassemblé avec l'aide d'un ébéniste, de manière à ce que la totalité de cet objet soit contenue dans un volume le plus réduit possible et a priori le plus facile à ranger. Il est question dans cette sculpture d'encombrement. Le lit étant le lit de mes parents, lit qui a été construit dans les années 60 par mon grand-père. Donc, cette pièce était un peu la pièce de départ de l'exposition, et l'exposition dans son ensemble s'est constituée comme un jeu de relations entre la Maison Salvant, qui est l'espace d'exposition, ma maison d'enfance, qui est là un espace de mémoire et qui est dans la même région en fait que la Maison Salvant, et mon atelier dans lequel je suis aujourd'hui, qui est là l'espace de travail et de transformation. Il était question de perte, d'encombrement donc, et d'une certaine manière de l'économie du travail d'artiste. À l'occasion de ce projet, je me suis intéressé à la question du récit. Préalablement dans mon travail, j'avais utilisé des textes, notamment dans une pièce qui s'intitule Chambre d'écho, qui projetait sur un écran luminescent des phrases extraites du livre Les années d'Annie Ernaux. Bien que n'étant pas un grand lecteur, la littérature ne me semble jamais très éloignée comme médium. Et elle me semble disponible pour un plasticien comme peut l'être la photographie, le dessin ou la sculpture. J'aimerais et j'essaye de l'utiliser comme un matériau, comme un médium parmi d'autres. Je pense d'ailleurs, et je suppose que certains d'entre vous ont réellement travaillé sur ces questions, qu'on pourrait envisager d'un point de vue théorique ce qu'on pourrait appeler une littérature plasticienne. Pour ma part, mes velléités d'écriture ont d'abord trouvé une voie dans les titres. Je conçois souvent les titres des pièces, notamment des dessins, non pas comme des étiquettes que l'on apposerait sur un objet pour l'identifier, mais comme un texte parallèle à l'objet physique. Un texte qui potentiellement peut avoir son autonomie et qui mettrait en doute la hiérarchie entre le titre et l'objet pour établir une sorte d'équivalence de valeur entre les deux. Historiquement,
je suis très attaché au titre de Gauguin, par exemple. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça qui est entre peinture et poésie dans ces titres. C'est ainsi que j'ai commencé à accompagner des dessins de phrases. Mais au-delà de ça, au-delà de cette première relation de mon travail avec le texte, ce que j'ai réalisé l'an dernier à la Maison Salvant découle d'un constat qui est le suivant. Nombre de pièces d'art contemporain nécessitent d'être accompagnées d'un discours. Non pas une analyse, non pas un discours critique, mais un certain nombre d'informations sans lesquelles le travail ne peut pas être perçu dans sa globalité. Je résumerai ça de la manière suivante, même si c'est une généralité qui est tout à fait contestable, mais je me produis cette phrase dans ma tête en me disant « En art contemporain, le visible ne suffit pas. Nombre d'œuvres nécessitent un apport d'informations supplémentaires, un récit. » Historiquement, on pourrait retracer cette présence massive du récit dans l'art contemporain, qui me semble relativement récente, et qui se situerait à la suite et en contradiction de la maxime minimaliste de Frank Stella, qui est « What you see is what you see ». Ici, ce que vous voyez n'est pas exactement ce que vous voyez, ou plutôt, vous ne savez pas exactement ce que vous voyez si vous n'avez pas une information complémentaire. À partir de ce moment, il me semble qu'il est intéressant, du point de vue de l'artiste, de se poser la question de la forme et de la maîtrise ou non de cette information complémentaire. Une forme élémentaire de la transmission de cette information, me semble-t-il, c'est le titre et le cartel. On peut considérer par exemple que le cartel va donner des informations nécessaires au spectateur pour comprendre ce qu'il voit. J'ai par exemple dans mon travail 2 pièces, a priori, je dis bien a priori 2 dessins, qui sont visuellement absolument identiques. Et je les place généralement côte à côte, comme une forme de diptyque. Mais chaque tableau, puisque ce sont des tableaux, a son cartel. Et ces deux dessins, ces 2 images sont absolument identiques, à la différence près que les encres utilisées pour l'un et pour l'autre sont distinctes, diffèrent. Non dans leur apparence, mais dans leur chimie. Pour dire les choses plus simplement, l'un est le facsimilé de l'autre. Et le facsimilé de l'autre avec des encres d'une meilleure qualité. Or, la seule manière pour le spectateur de reconstituer cette démarche, c'est de lire le cartel, et les cartels sont identiques à un mot près. Un seul mot diffère dans le cartel. En gros, dans un cartel, il est écrit encre pigmentaire et encre à solvant, et dans l'autre cartel, il est simplement écrit encre à solvant. En ce sens, je considère que le cartel fait partie de la pièce et que c'est l'artiste qui doit en avoir la maîtrise. Et c'est souvent le cas. En revanche, la situation peut être différente dans les faits, en tout cas, lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle des cartels augmentés ou encore des fiches de salle. Il arrive souvent qu'elles ne soient pas signées et que l'identité de l'auteur soit floue. Est-ce le commissaire de l'exposition qui a rédigé la fiche de salle, un médiateur, l'artiste, un critique invité? Est-ce le résultat d'une discussion commune? Il me semble qu'il y a souvent une imprécision autour, voilà, de l'autorité des textes qui accompagnent les pièces. En disant ça, j'élabore absolument pas une théorie. Je ne fais que présenter mon approche de la question pour essayer d'expliquer ma propre démarche. Donc la question que je me suis posée de manière très précise et que j'ai voulu prendre en charge dans l'exposition Le stock et le flux à la Maison Salvant,
c'était de garder la maîtrise de ce discours. En garder la maîtrise et en faire un objet autonome qui s'affirme lui-même comme une pièce. Ça a donné un texte qui n'est pas un cartel, qui n'est pas une fiche de salle, mais qui ressemblerait plutôt à une bande de son qui accompagne l'exposition, une bande de son qui pourrait s'écouter en parcourant l'exposition, ou qui pourrait s'écouter de manière différée, de manière totalement autonome. Et c'est ce que j'ai essayé de proposer en produisant un texte dont la durée de lecture est à peu près d'une demi-heure. Le texte peut se lire dans l'exposition si on le souhaite. Il existe physiquement sous la forme d'un livret qui était à disposition des spectateurs. Et il élabore des récits qui donnent des informations sur les pièces sans être des fiches de salle. C'est-à-dire que le texte est découpé en chapitres, mais on ne peut pas considérer que chaque chapitre serait un commentaire d'une pièce. C'est plutôt un texte autonome, mais dont la lecture peut donner des informations sur les pièces, et texte qui lui-même donc est une pièce. C'est une manière en fait de rapporter le discours relatif aux pièces dans l'espace d'exposition lui-même et d'en faire une pièce autonome. Donc il existe un premier livret qui a été produit donc numéroté, signé, produit en série limitée, disponible dans l'exposition, qui lui s'est diffusé, et un petit catalogue, et ce texte a été reproduit ensuite dans un petit catalogue qui a été édité après la fin de l'exposition. Ce sont des extraits de ce texte que je propose de vous lire à présent. J'envisageais de la voir plus souvent. Nous nous étions rapprochés un peu. C'était l'été. J'ai décidé de passer quelque temps auprès d'elle pour entamer une série de dessins composés de lignes parallèles tracées à main levée. Quand on a appris sa maladie, il ne lui restait que quelques semaines. J'ai dessiné comme pour la maintenir en vie.
J'accompagnais le dessin d'une phrase que je n'osais pas lui dire. Je poursuis ce travail pour que quelque chose qui a eu lieu près d'elle ne s'arrête pas, afin que quelque chose de cet été ne relève pas du passé. J'occupe l'atelier depuis 6 ans. J'utilise 3 pièces et j'en loue une à un ami. L'ensemble fait 80 mètres carrés. Au fond, une pièce est destinée au stockage. J'ai construit des étagères et des rayonnages dans lesquels sont rangés des outils, des projecteurs à diapositives, des livres et des cartons remplis. J'y range également des tirages photographiques, des dessins encadrés et le papier de mon père. Régulièrement, je réorganise l'ensemble, avec l'espoir, vite déçu, de gagner un peu d'espace. D'une deuxième salle, j'ai occulté la fenêtre pour en faire une pièce obscure. 3 murs sont peints en noir, le 4e est intégralement recouvert de pigments phosphorescents. J'y expérimente divers dispositifs lumineux. J'utilise également cette pièce comme un studio de prise de vue. Progressivement, elle est devenue un second espace de stockage. De grands dessins posés contre le mur la menuisent, centimètre par centimètre. La pièce principale est vaste, aérée, lumineuse. Je l'ai toujours souhaité dépouiller. Un espace utile est un espace vide, un espace de flux. C'est aussi un lieu social dans lequel je reçois des visiteurs. Les murs vierges permettent des accrochages de circonstances. L'espace se construit autour d'une table à dessin que j'ai transformée. Je dessine comme une imprimante. J'ai copié l'établi sur celui de mon père. J'envisageais de dessiner le contour des outils comme lui. J'ai renoncé. La surface est en désordre. Je perds régulièrement des petits outils et je me rends au Weldom pour les acheter de nouveau. Notre appartement est plus petit que l'atelier. Le rangement est un sujet de conflit régulier. Nous avons convenu de déplacer les objets utilisés rarement. Ce fut d'abord le matériel de camping, 2 vélos et quelques meubles devenus inutiles. Puis, le choix fut fait d'y déposer les vêtements d'été l'hiver et les vêtements d'hiver l'été. Récemment, des pneus neige l'été, des pneus été l'hiver. J'ai progressivement allégé la bibliothèque de l'appartement pour en construire une à l'atelier. J'ai enlevé les livres qui m'intéressent peu. À part quelques ouvrages essentiels, l'atelier est devenu une bibliothèque de livres désaimés. Je commence également à conserver les objets de Daphné. Elle a à sa disposition un carton de jouets qui n'a pas de place précise, une moto en plastique et une trottinette. J'envisage de lui aménager un espace. Tout ce qui peut être déplacé de l'appartement vers l'atelier l'est. La disparition de ma mère n'a rien arrangé. D'abord, je ne posais pas de questions. Puis j'ai feint de ne pas m'y intéresser. On ne m'a jamais vraiment raconté l'histoire familiale. Je n'en connais que des vignettes. Enfant, ma mère s'est cassé une clavicule et ne l'a jamais dit à ses parents. Jeune fille, elle quittait sa chambre la nuit par la fenêtre. Elle s'est occupée de ses sœurs les plus jeunes. Quand elle a gagné sa vie, elle a économisé pour s'acheter une Ford Anglia rouge. Elle en a ensuite gardé une réplique miniature posée sur le vaisselier. Où est-elle? Mon père était orphelin. Il a été apprenti peintre en bâtiment. Il était guitariste dans un orchestre. Ils se sont rencontrés au bal. J'ai peu d'images, aucune date, aucun lieu, aucune anecdote précise. Seuls quelques faits génériques dont je ne connais pas le degré de véracité. Je n'ai aucun film de ma mère. Sur une diapositive, j'ai trouvé une image de ma tante tenant une caméra Super 8. Que filmait-elle? A-t-elle filmé maman? Elle ne sait pas. Elle n'a plus le film. Ils ont fait construire la maison l'année de ma naissance. Nous vieillissons en parallèle. Elle est un ventre d'où je viens. Ils furent parmi les premiers à s'installer dans une zone agricole qui ressemble aujourd'hui à un lotissement. J'ai vu peu à peu les arbres tomber, les pâturages et les bêtes disparaître, les éclairages publics s'installer, les murs se construire et les portails sécurisés border la route de la Longagne. Le mobilier urbain a définitivement balayé toute ruralité. Le grand terrain a été pensé comme un univers global, avec une pelouse immense agrémentée d'un bassin et un parc de résineux à l'abri duquel nous mangions les mois d'été. À l'arrière de la maison, un bois de chêne, un verger qui comprend la majorité des fruitiers communs, un rucher.
Le potager aurait pu nourrir le village. Mon père a dessiné intégralement les plans. Il sait tout faire. C'est un grand pavillon, un peu kitsch, dont j'ai compris l'influence d'un imaginaire grec, avec son crépi blanc et ses arches décoratives. Sur la terrasse, des murets de briques rouges sont censés rappeler la tradition régionale. À l'intérieur, le séjour est également recouvert d'un crépi grossier que l'on aimerait briser sous les doigts. Les plafonds sont couverts de tissus provençaux et l'ensemble est dans un style rustique. Les meubles sont conçus sur mesure. De la maison, je connais chaque pan de mur, chaque fissure dans le carrelage, chaque poignée de porte, chaque ombre portée. Je connais les motifs des papiers peints désormais disparus. Je me souviens des silhouettes formées par le crépi dans l'embrasure des volets de ma chambre. Je me souviens des tableaux aux murs peints par mon père. Je peux me souvenir des sons et des odeurs uniques. Mais je n'ai jamais vraiment su voir la maison. Je n'ai jamais su la comparer. J'y suis né, je m'y fonds. Une autre femme y vit. Mon père efface les repères de la vie d'avant. Les meubles de bois massifs sont remplacés par des meubles peu coûteux. Les lustres rustiques démontés, la toile du plafond déposée. Des appareils que ma mère aurait jugés inutiles sont apparus. Une télévision s'est installée dans le salon. Il n'y a plus de livres. Notre maison est un bateau de Thésée immobile. Je la perds, pièce par pièce. Je comprends l'expression « sauver les meubles ». Mais les objets déplacés perdent leur âme. Emportés, rien n'est ce qu'il a été. Un amateur perfectionniste, mon père avait réalisé une maquette précise et soignée en tout point comparable aux maquettes que l'on trouve, sous cloche, dans les agences immobilières. La maquette est restée, quelque part, en bas, dans les organes les plus protégés de la maison. Elle s'y délite lentement, prise dans la même temporalité que sa sœur géante. Je pense parfois qu'un hasard surnaturel pourrait faire qu'à chaque nouvelle fissure, à chaque ternissure, corresponde son équivalent à échelle réduite. La cave est le seul lieu au monde que je croyais sûr, jusqu'à la mort de ma mère. La maison est construite sur un premier niveau qui sert de garage, de réserve et d'atelier. C'est l'espace qui n'est pas régi par les règles qu'impose la décoration et que l'on peut user sans crainte. Étudiant, je peignais là, à la lumière froide des néons. On disait la cave ou simplement en bas. Le terrain a été probablement creusé en partie, de telle sorte qu'on entre directement dans la maison et dans le garage, alors que les deux sont superposés. La surface du premier niveau, équivalente à la surface habitable, a permis de stocker à volonté, en plus de 2 voitures et un vélomoteur de marque Motobécane, du matériel de jardinage, de bricolage, de randonnée, de camping, une table de ping-pong, des conserves et même un petit voilier. Y ont également trouvé refuge tous les objets mis au rebut. Jouets, livres, bibelots déclassés sont conservés là, comme pour toujours, leur destinée n'ayant jamais été pensée par personne. Avec la mort de ma mère, leurs chances de réhabilitation se sont amoindries et leur statut s'est fragilisé. Mon père a commencé à vouloir faire de la place. J'ai emporté nombre d'objets vers mon atelier. J'ai trouvé un sac de papier peint. Mon père, artisan scrupuleux, gardait les rouleaux en excédent, dans l'idée illusoire de pouvoir, si nécessaire, remplacer une portion abîmée. En réalité, tous les papiers peints de la maison ont été remplacés sans jamais qu'aucun ne fût altéré. La totalité des papiers qu'il a posés ces 50 dernières années, dans les différentes pièces des maisons qu'il a habitées, est restée là, protégée dans un sac de plastique d'engrais chimiques AZF. Une vie entière en papier peint, intacte, que l'on jette en se disant que ça n'avait finalement pas de sens de les garder. J'ai emporté les rouleaux pour les entreposer dans le sous-sol de l'atelier. La colonne des eaux usées de l'immeuble a cédé, ils ont moisi. Je ne sais pas si je dois dire le lit de ma mère, le lit de mes parents ou encore le lit de mon grand-père. Je ne sais presque rien de mon grand-père. Je sais qu'il a été fait prisonnier en Allemagne. Je sais qu'il est mort d'un cancer peu après ma naissance. Ma mère disait parfois « le papa », avec l'article défini qu'utilisaient les paysans aveyronnais et qui faisait d'elle quelqu'un d'un monde que je n'avais pas connu. Mais je ne me souviens pas de ce qu'elle a pu en dire. J'ai cru savoir qu'il était menuisier. Mais peut-être était-il charpentier. De lui,
Je ne connais qu'un lit et une armoire. Je n'ai pas d'image. C'est un meuble en noyer, le travail d'un ébéniste habile. Il date peut-être du milieu des années 60, alentour du mariage de mes parents. Il arbore de discrets ornements qui évoquent l'art déco et une rose gravée au centre de son chevet. Un oncle de ma mère l'aurait modifié a posteriori pour en faire un lit en 160. Récemment, mon père l'a démonté avec la grande armoire pour installer des meubles de matériaux composites achetés au Conforama d'Albi. Il a proposé le lit à ma sœur. Elle n'en a pas voulu. Qui dormirait dans le lit où il a été conçu? J'ai pensé récupérer le bois pour en faire un lit à ma fille. Sa mère n'a pas voulu. Je n'ai pas voulu qu'il disparaisse. On ne plaisantait pas avec la photographie. Le photographe, c'était mon père. Il avait la charge exclusive de la mémoire imagée de la famille. C'était beaucoup plus. C'était un art. Lorsque nous partions en voyage, ou lors des événements familiaux, baptême, mariage, la fonction de photographe lui donnait de nombreux droits. Franchir certaines barrières, s'approcher du vide, donner des ordres à chacun et, principalement, en toutes circonstances, être attendu. Il faisait, et tout le monde s'accordait sur ça, de très belles photographies. Il était le meilleur photographe connu de notre famille. Ses diapositives de vacances imposaient le respect. Toute la famille était invitée à venir admirer religieusement dans une pénombre bienveillante le butin du mois de juillet. Les soirées diapos étaient des soirs de fête. Le rituel était très précis, à peine distinct selon la présence ou non d'invités. Ma mère était à ma gauche, près d'une petite lampe de chevet posée sur un buffet qu'elle allumait lorsque mon père changeait de panier. Elle commentait nos vacances avec l'application d'une institutrice qui lit une dictée, tandis que mon père faisait des remarques savantes sur la netteté des images et la densité des couleurs. Il préférait Kodak, les couleurs d'Agfa étaient trop froides. Il terminait les pellicules en photographiant le jardin. Enfant, il nous a parfois fait poser comme un photographe professionnel. Un des principes familiaux, à la fois économiques et moraux, consistait à déléguer le moins possible. On s'asseyait sur la pelouse ou près du bassin, en suivant des instructions précises. Mon père n'inventait pas. Il travaillait en plagiaire scrupuleux. Sa fierté cachait l'humilité des gens modestes. Pendant quelques années, il s'est adonné à une activité très singulière que je n'ai jamais su situer sur l'atlas des disciplines artistiques. Il faisait des diaporamas. Il possédait 2 projecteurs Prestinox, toujours rangés dans la cave de la maison, à côté des pots de miel. Il lui permettait de faire des fondus enchaînés, procédé qu'il a réutilisé pour visionner les photos de vacances. Il écrivait une sorte de scénario qu'il illustrait d'images. Il enregistrait des bandes magnétiques qu'il découpait pour faire un fond sonore avec un collègue de l'usine. Ma mère lisait un texte parce qu'elle articulait bien. C'est elle qui l'avait écrit. Le tout était ensuite synchronisé manuellement. On lançait la cassette sur la chaîne stéréo du salon et mon père gérait la télécommande des projecteurs. Il est le seul à connaître la vitesse de diffusion de chaque image pour qu'elle coïncide au son tel qu'il le désirait. Il s'entraînait avant chaque séance familiale. Il fallait que l'image et le son se terminent en même temps. Parfois, ça fonctionnait. Les diaporamas abordaient des sujets politiques, le nucléaire, ou sociaux, un camping naturiste en Camargue. L'un d'eux est une fiction dont j'étais le protagoniste, l'histoire bucolique d'un enfant qui fait l'école buissonnière, le musardou en patois aveyronnais. J'avais aussi mon projecteur à diapositive, un projecteur sans panier des années 60. Je n'avais pas encore d'appareil photo, mais mon père me donnait la dernière image de ces pellicules lorsqu'elle avait partiellement pris le jour. Dans ma chambre, j'ai projeté toute mon enfance des moitiés d'images. Des images à moitié brûlées par le soleil. Les boîtiers de diapositives de mon père ont été soigneusement conservés, comme ce qu'il y avait de plus précieux dans la maison, dans des boîtes en bois. Jamais, même adulte, je n'aurais osé en ouvrir une. Je n'ai jamais photographié ma mère. Je n'ai jamais pris d'elle aucune image. Je l'ai cherchée dans les diapositives. J'ai scanné chaque visage, chaque silhouette de maman pendant 3 jours consécutifs. J'ai demandé à emprunter une boîte et je pouvais tout prendre. À un instant, tout ça n'avait plus d'importance pour lui. Il ne les reverrait jamais. Sa carrière de photographe familial s'arrêtait aussi. C'était fini. Je comprends.
Je n'ai pas osé tout emporter. Je me suis limité à 1968-1984.